Bonjour à tous. Donc on se retrouve du coup avec Emmanuel Vivier pour un petit peu voir ensemble quelles sont les grandes innovations de ce CES 2020, surtout par rapport aux autres années, puisque effectivement c'est bien différent. Donc Emmanuel, toi qui as l'habitude d'aller à Las Vegas, raconte-nous un petit peu comment c'était d'habitude et quelles différences tu rencontres aujourd'hui avec ce CES digital. Alors merci, je suis accompagné de Claire Plassard qui pilote les études, les Hub Report au Hub Institut, qui vient de nous rejoindre après quelques années à l'étranger. Et donc effectivement, d'habitude quand on va à Las Vegas, où se tient le CES, alors CES a été lancé en 1967, pas initialement à Las Vegas, et puis après il a rejoint Las Vegas, qui est un des lieux qui permet d'accueillir, on va dire, le plus grand nombre de personnes, et puis qui a des halls particulièrement conséquents. D'ailleurs, un nouvel espace va être ouvert pour 2022 encore plus grand. Donc il faut savoir qu'initialement le Consumer Electronics Show, c'était vraiment le salon du grille-pain et de la machine à laver. Ensuite ça a été beaucoup la hi-fi, la photo, l'audio, et puis effectivement depuis maintenant 6 ou 7 ans, on a vraiment tous ces objets connectés, cette industrie connectée, cette santé connectée, cette maison connectée. Enfin, on essaie de connecter un petit peu tout ce qui peut l'être, des fois à raison, parce qu'on voit toutes les innovations positives, et puis des fois un peu en mode gadget, où on se dit est-ce que la ceinture ou la semelle de chaussures connectées, ça sert vraiment à quelque chose. Ou même la pomme de terre. Ou la pomme de terre connectée, puisque l'année dernière, il y avait eu effectivement un start-upper qui nous avait fait beaucoup rire avec sa pomme de terre connectée. Alors effectivement, pas mal de thèmes. On avait bien dégrossi tout à l'heure la partie santé et sport, où là effectivement on a retrouvé pas mal d'acteurs qui étaient déjà présents depuis le dernier CES, où il y a eu d'un seul coup une invitation sur les acteurs de la santé à rejoindre, parce qu'en fait la santé qui était plutôt, on va dire, sur la science, la recherche moléculaire, les molécules, les médicaments, devient de plus en plus technologique et de plus en plus digital. Et là on a vu tout un tas à la fois de petites startups, alors d'abord sur du wearable il y a quelques années, et puis sur de la santé connectée, et on a vu effectivement quelques gros acteurs comme Bosch par exemple, qui a, au-delà des produits Bosch de bricolage et autres, en fait la grande majorité de leur activité sur le développement de solutions technologiques, et là entre autres pour accélérer les tests Covid-19. On a vu Philips, donc là plutôt avec des objets grand public. La brosse à dents connectée. Exactement. Voilà. Et puis la Sleep Tech, alors il y avait beaucoup d'acteurs l'an passé, cette année un petit peu moins d'innovation, mais voilà, pour améliorer la qualité de nos nuits, pour tout simplement éviter de ronfler. Alors on se dit des fois peut-être qu'aux États-Unis, s'ils buvaient un peu moins de coca et de café, ils arriveraient peut-être mieux à dormir. Ça a l'air de particulièrement les soucier là-bas, mais effectivement on voit que voilà, l'idée c'est d'amener de l'intelligence, de la connectivité dans ce qui nous entoure. Et de la personnalisation aussi, parce Exactement. Que là, dans le cas de Philips, le masque, du coup, c'est un masque pour l'apnée du sommeil. Et en fait, l'innovation, si on peut dire, c'est de permettre de créer le masque sur mesure à partir d'un selfie, et après de répondre à quelques questions, et ça permet vraiment de faire un masque qui soit totalement adapté à votre visage. Et voilà, après personnaliser la morphologie. Donc ça, c'est vrai qu'on voit que on passe un peu d'appareils techniques pas très adaptés aux patients à des choses de plus en plus déjà grand public, design, et puis de plus en plus même pourquoi pas customisées. Oui. Et donc du coup, on a vu aussi dans notre présentation tout à l'heure que les big tech commençaient à être de plus en plus présentes aussi dans cet univers santé, et notamment les GAFA, les GAFAM, puisque Microsoft aussi. Voilà, effectivement, on voit que d'abord par leur capacité à stocker, à manipuler de la donnée via leur solution cloud, ensuite sur la couche logicielle qui vient derrière, l'idée c'est d'aider tous les acteurs de la chaîne de valeur de la santé, depuis les patients, depuis les médecins, ensuite en passant par les hôpitaux, les laboratoires, la recherche, la R&D, la fabrication évidemment de médicaments, la logistique vers les pharmacies, ou la commercialisation via la publicité et le CRM. Généralement tous ces GAFAM ont des solutions à apporter, alors soit aux acteurs, soit en concurrence, quand on prend Amazon qui commence à lui devenir vraiment acteur lui-même de la distribution de médicaments, voire d'appareils connectés comme le bracelet Halo, et puis effectivement tout un tas de choses spécifiquement liées au Covid. Là on peut voir LG qui nous a fait une annonce, alors d'ailleurs via leur présentatrice, qui est un avatar numérique,
tout devient digital, même le présentateur. Bientôt, on sera peut-être remplacé, là, en fait, voilà, par des deepfakes. Hein. Et donc là, c'est LG LOI, voilà, qui va scanner via de l'UVC pour stériliser tout simplement les espaces publics, les salles de sport, les bureaux, ou pourquoi pas chez vous si vous êtes très parano. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ça a boosté un petit peu ces nouveaux appareils. On avait beaucoup parlé des masques, et puis derrière le sujet santé, en fait, c'est quand même le sujet de la data et de l'IA, quoi. Voilà. Et puis donc du coup, derrière la data et l'IA, quelle confiance est-ce qu'on peut faire en fait à tous ces acteurs de la tech qui arrivent dans un domaine où le secret médical, c'est quand même quelque chose qui est important, les données des patients. Voilà, donc il y a à la fois un enjeu, voilà, il y a un enjeu de privacy. Donc là, on voit bien qu'il y a certains acteurs comme Google qui vont monétiser souvent la donnée de leurs utilisateurs, ou Facebook. Donc là, on peut se poser la question un petit peu sur le mur de Chine. D'autres acteurs comme Apple qui ont au contraire beaucoup communiqué sur le fait que eux, ils voulaient absolument protéger la privacy de leurs utilisateurs et pas vraiment exploiter ces données de manière publicitaire. Et puis Microsoft, qui est plus un enableur, un fournisseur de solutions. La data ne lui appartient pas. Lui, il fournit des solutions technologiques aux acteurs de la santé. Il y en a un deuxième qui est quand même aussi celui de la cybersécurité, parce que il y a déjà, bon, est-ce que le modèle respecte bien les autorisations et donne le contrôle à l'utilisateur de sa donnée, mais après, même s'il a donné son accord, est-ce que cette donnée va être bien protégée? Et là, on voit bien que l'enjeu sécuritaire, il est très important. Il y a eu beaucoup de questions là sur un ou pas fichier des gens vaccinés en France. On se dit bien demain, bah voilà, si ce fichier est hacké, si des gens peuvent y accéder, il y a tout un tas de données qui peuvent être très personnelles. Aux États-Unis, on voit que déjà certains types de données sur les maladies ou vos achats de médicaments peuvent être exploités par des assurances pour changer vos primes d'assurance en fonction des informations qu'ils peuvent obtenir sur vous. Demain, on pourrait se dire aussi, bah voilà, est-ce que j'ai envie que cette donnée elle puisse être hackée? Et donc on voit bien qu'il y a d'abord de plus en plus de solutions poussées avec le cloud, donc ça généralement c'est plutôt bien sécurisé. Maintenant on voit bien que la sécurité c'est toute une chaîne, avec d'abord une chaîne technique, hein. Est-ce que depuis l'ordinateur, le terminal, est-ce qu'il a été mis à jour? Est-ce que la connexion est sécurisée vers les serveurs? Est-ce que les serveurs sont sécurisés et backupés by the way? Et on a vu qu'il y a eu tout un tas de cyberattaques récemment, et entre autres dans les secteurs santé et industriels, où là on a pu avoir comme WannaCry, la prise en otage tout simplement de systèmes d'information, entre autres dans les hôpitaux, en disant bah, si vous voulez pouvoir déloquer vos terminaux, vos appareils, vos ordinateurs et réaccéder aux données de vos patients, il va falloir payer tout simplement de l'argent en bitcoin sur Internet. Donc effectivement c'est ransomware, c'est rançon logiciel, ça peut être un vrai problème. Ça peut être tout simplement des anciens salariés mécontents qui sont partis avec des fichiers et qui les distribuent dans la nature, ou qui les revendent sous le manteau. Ça peut être aussi, on parle souvent du hacking technique, mais ça peut être tout simplement des erreurs humaines, hein, des personnes qui ont cliqué sur des liens qu'il fallait pas dans l'hôpital, qui ont mis des clés USB qui ont traîné un petit peu partout, qui ont laissé traîner leur mot de passe. Donc on voit bien, voilà, le sujet sécurité, c'est pas juste est-ce que les plateformes ou les startups sont des gentils ou des méchants, c'est aussi est-ce que tous les collaborateurs, est-ce que tous leurs fournisseurs, leurs partenaires, est-ce que les process qui ont été mis en place sont vraiment bien faits au-delà de la technologie pour éviter ces choses-là. Et du coup, alors moi j'ai suivi donc cette conférence là qu'on affiche, donc comment construire la santé dans l'IA en e-santé, et comment construire la confiance. Et en fait, ce que les speakers disaient, c'est que c'était déjà très important de prendre en compte l'humain, et notamment l'interface en fait avec laquelle on va mettre en lien donc les patients et la technologie. Et donc c'est vraiment l'importance de l'expérience utilisateur en termes de technologie qui peut aussi redonner confiance. Et notamment, on voit l'exemple d'Apple qui a une interface assez lisse et du coup assez lisible, et ça permet d'inspirer vraiment confiance. On sait où on va, on sait où il faut cliquer. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose, une voie pour inspirer la confiance? Alors je pense qu'on l'a tous vécu, hein, entre autres sur le paiement par exemple en ligne, hein, ou le e-commerce, entre un site qui est très bien fait avec une interface qui se charge vite, qui est facile à utiliser, et d'autres outils qui ont l'air beaucoup plus vieux, où on nous envoie sur un autre site pour payer, on nous envoie un SMS, Bon bah c'est sûr que c'est peut-être aussi sécurisé des deux côtés, mais il y en a un dans l'expérience
l'expérience qui va forcément nous faire plus douter. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a encore une fracture numérique. Et pour certains, en plus, ce ne sera pas juste une expérience désagréable. Ils vont peut-être juste pas arriver à utiliser vos outils. Et on voit bien, entre autres, dans la santé, qu'on passe vraiment d'outils, de solutions et d'appareils qui étaient centrés pour les praticiens. Et on se fichait un petit peu de l'utilisateur, à de plus en plus des outils qui deviennent accessible ou utilisable par les deux, le praticien et le patient. Et donc, on va avoir un souci de design, on va avoir un souci d'ergonomie et effectivement un peu moins d'appareils avec des designs très professionnels, un peu gris, mais beaucoup plus, prenant en compte les usages. Et effectivement, sur des publicités, sur des publics seniors aussi, on va vraiment travailler la simplicité d'usage, l'accessibilité au-delà de la résistance et de la facilité à être nettoyé, par exemple. Voilà, tout à fait. Et donc ensuite, si on passe donc à la deuxième tendance qu'on peut analyser aujourd'hui, donc le secteur de la maison et de l'entertainment. Donc voyons voir un petit peu quelles ont été les grosses annonces du CES ces derniers jours. Alors, une des marques, évidemment, qui a un des plus gros stands habituellement, qui est gigantesque, qui fait plusieurs terrains de foot, c'est Samsung, parce qu'il faut savoir qu'en Corée, en gros, vous pouvez tout équiper Samsung chez vous, de la machine à laver à la télé, en passant limite par votre voiture. Et donc là, on a retenu 2 annonces que j'ai partagées avec vous. Donc, je vais lancer la première vidéo. First, Samsung BotCare uses AI technology to take care of all the little details in your life by recognizing and understanding your behaviors to be a better robotic assistant and a companion. You've been on your computer too long. How about stretching and taking a short break? The conference call is scheduled in a few minutes. BotCare knows your schedule and your habits and can remind you of the conference call you have with colleagues coming up in 15 minutes. Donc là, on a vraiment un robot compagnon qui va vivre à côté de nous, qui va nous aider. C'est un peu le majordome, le cyber majordome. Et en parlant de majordome, on a un deuxième exemple. BotHandy uses AI to understand objects, like a glass cup or ceramic plate, taking note of their shape and materials to work as your trusted partner. BotHandy can move around and do things like set the table or put away groceries. It flips the script on what a robot in your home. Voilà, donc là c'est aussi le robot majordome bis, mais effectivement alors ça peut nous faire rire en disant il faut vraiment être très feignant pour avoir besoin de ce robot-là. Faut pas oublier il y a toute une partie des gens handicapés, vieillissantes et pour qui l'assistance à la personne malheureusement des fois est aussi très onéreux. Alors bon, je sais pas combien sera le robot. Faut aussi savoir que en Asie, en particulier au Japon, il y a un vieillissement de la population avec pas forcément assez de personnes disponibles pour assister ces personnes âgées. Et donc demain, c'est aussi le mieux vieillir ou le mieux vivre quand on a un handicap et donc d'avoir pourquoi pas une aide qui nous permet tout simplement de mettre des choses dans le lave-vaisselle et c'est que les débuts. Donc là on imagine que demain on va aller beaucoup plus loin. C'est aussi nous simplifier la vie. Alors décidément on a ce frigo connecté, tout le monde essaie vraiment de nous le vendre depuis quelques années. Alors c'est un frigo qui maintenant peut en prendre en compte. C'était intéressant, on parlait tout à l'heure de nourriture et tu disais que tout ce qui est végétarien est en train de grandir. Maintenant on peut prendre en compte les différences alimentaires des habitants de la maison. On va avoir des propositions de recettes en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Et puis surtout, on va pouvoir commander directement depuis cet écran et se faire livrer chez soi. Donc là, ça va être vraiment du algorithme commerce. Enfin, en gros, si vous êtes fabricant, il va falloir que vous vendiez au frigo ou à Samsung pour être présent dans l'écosystème. Donc là, c'est intéressant, c'est aussi un petit peu de disrupter la chaîne de valeur et toujours au service de l'utilisateur pour lui simplifier la préparation des repas et tout simplement la commande. D'accord. Et ensuite, donc du coup, ça c'était les grandes annonces de Samsung. Et donc on a aussi LG qui était présent au CES et qui nous a présenté aussi plusieurs innovations qui sont liées à la maison.
Voilà, donc effectivement, LG qui est un des géants aussi. Hein, alors eux, ils ont leur solution ThinQ de maisons connectées, domotiques intelligentes, avec des réfrigérateurs, des miroirs, des fours connectés. Donc l'idée, effectivement, c'est de mieux vivre. Alors évidemment, dans les premières annonces, on a eu Kohler, qui est un peu le rêver, hein. voilà, le haut de gamme, on va dire, de la salle de bain, et qui chaque année arrive avec des innovations toujours plus folles les unes que les autres et plus coûteuses. Donc là, on a la baignoire jacuzzi avec de la brume et de l'aromathérapie qui peut monter jusqu'à 16 000 $, un petit peu cher. On a alors on avait déjà des toilettes un petit peu à la japonaise avec le jet, etc. Mais alors là maintenant c'est carrément chauffant, c'est exactement, ou sans contact, puisqu'on n'a même plus besoin d'appuyer sur la chasse. Et puis ils ont un modèle aussi de toilette plus traditionnel, mais on n'a plus besoin de toucher le bouton. Voilà, on a plus besoin de toucher le bouton avec ses mains. Alors même si on va se laver les mains derrière, voilà, toujours post-Covid. Et puis voilà, des outils aussi pour monitorer les fuites d'eau, exactement, optimiser la consommation d'eau. Et l'année dernière, il y avait même la pomme de douche Alexa. Vous pouviez commander la musique dans votre douche, indispensable à la voix. Et ensuite, les grandes annonces aussi qui se sont faites au CES dans le domaine de la maison, c'était bien sûr les téléviseurs. Alors les téléviseurs, voilà, exactement, c'est un petit peu comme Daft Punk, hein, bigger, smarter, faster. Mais effectivement, c'est toujours des plus grandes tailles. Donc, on augmente la taille des diagonales. Surtout, on améliore la définition, le contraste, la luminosité. Donc là, on avait, on va dire, de la LED, du OLED. Maintenant, c'est de la micro LED. Donc, on va arriver à des définitions de 4K ou 8K. 8K en télé, 4K si on veut faire du gaming. Donc là, tout le monde nous a proposé des téléviseurs qui deviennent compatibles avec les dernières consoles comme la Xbox et la PlayStation qui vient de sortir. Et puis avec du micro LED, donc c'est vraiment une qualité de définition, une qualité de luminosité, de contraste qui intègre aussi le HDR, qui permet vraiment d'avoir une image de plus en plus qualitative. Et en parallèle de l'IA, tout le monde adore dire qu'il a de l'intelligence artificielle, mais en tout cas avec des microprocesseurs de plus en plus puissants pour aussi prendre en compte ce qui se passe autour du téléviseur. Et donc si on a beaucoup de lumière ou pas, on va pouvoir adapter ce qui se passe à la télé, ou à l'inverse, on va même carrément pouvoir ajouter de la netteté sur certains éléments, exactement, pour améliorer la qualité perçue. Et puis c'est toujours plus fin, toujours moins épais. Alors le prix est aussi toujours plus grand, hein, malheureusement, puisque sur le micro LED, on n'est pas loin là pour certaines annonces de 100 à 150 000 €. L'écran gigantesque pour The Wall. Bon, comme tout, hein, c'est les annonces. Après, il va falloir que ça devienne grand public. Les prix vont baisser. Et puis il faudrait déjà qu'on ait des sources en 4K ou en 8K disponibles. Voilà, même si grâce à l'IA, il y a aussi des solutions d'upscaling chez Samsung. Par exemple, je peux prendre une source 2K ou 4K et l'upscaler en 8K, et je vais quasiment avoir une définition native derrière tout ça. Alors un des acteurs qu'on connaît peut-être moins, qui est Hisense, qui est un acteur asiatique, voilà, qui est très agressif et qui était en train de dire cette année, voilà, on n'est plus juste en train de copier les autres marques traditionnelles, LG, Samsung, Sony et les autres, on est carrément en train de se faire suivre par les autres. Et donc ils ont, en étant très agressifs sur les prix mais aussi sur l'innovation, bien rattrapé, voire ils sont en train de dépasser certains constructeurs. Et TCL aussi, qui a fait beaucoup parler de lui avec un écran OLED pliable ou enroulable, entre autres pour les mobiles. L'idée, c'est de pouvoir augmenter la taille. Alors on avait vu des écrans pliables avant, mais là c'est plutôt un écran dépliable ou déroulable, et donc il peut augmenter. Donc quand on transporte son téléphone, il est plus compact. Pas beaucoup de place, voilà, mais après on peut quand même profiter de ces contenus sur un écran un petit peu plus grand. Donc c'est un peu le téléphone tablette 2 en 1, c'est plus malin. Et donc du coup les médias sont de plus en plus présents autour de nous dans nos quotidiens, et aussi avec par exemple le modèle du streaming et de l'abonnement. Voilà, alors effectivement, avec le confinement, avec le Covid, bon, déjà avant, ça cartonnait avec Netflix, mais depuis, on a Disney+ qui est arrivé, on avait déjà Amazon Prime Video, on a Quibi qui a explosé en vol malgré son milliard de levée, on voit HBO Max, bon, évidemment, il ne faut pas oublier Canal+, qui a lancé sa plateforme, et en France, notre super plateforme entre M6, TF1 et France Télévisions.
on n'en parlera pas, c'est pas grave, on voit qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que ils n'ont peut-être pas atteint la jeune génération elle se lance, exactement. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est effectivement de plus en plus de contenu. Alors d'abord, il faut produire ce contenu-là et on voit une démocratisation, une amélioration de la qualité des outils pour capter cette vidéo. Donc déjà, on voit l'amélioration des caméras du smartphone, on voit aussi les drones et donc là, Sony nous annonçait AirPeak, leur dernier drone, vous pouvez mettre un appareil photo ou une caméra Sony et donc avoir vraiment une top qualité et à terme avec la 5G pouvoir faire du live. Et il y a même des caméras maintenant qui sont faites en partenariat avec Netflix pour des contenus qui soient directement optimisés pour la plateforme. Voilà, on a à la fois les caméras ou les écrans et c'était intéressant aussi de voir que du coup les constructeurs de téléviseurs, effectivement, comme Sony, ont aussi des maisons de production comme Universal et Warner, et donc ils sont en train de se dire vous êtes bien gentils, mais nous aussi on veut lancer notre service de streaming, et donc la différenciation avec Bravia Core qui va être lancé, c'est de garantir sur les écrans Sony Bravia d'avoir une qualité Blu-ray. Donc là, il va falloir avoir une connexion Internet qui dépote en fibre pour pouvoir se connecter en streaming. Mais l'idée, c'est d'avoir une qualité bien meilleure encore en termes de définition. Et puis, là où on va dire les maisons de disques possédaient les droits musicaux sur les artistes, là, on a eu une expérience en ligne qui va encore un peu plus loin parce que l'idée, c'était d'avoir effectivement une artiste américaine qui a animé son concert en live mais en motion capture, donc un peu comme dans les jeux vidéo. Elle a tout simplement animé son avatar numérique mais qui est vraiment avec une qualité photo réaliste, et donc on peut imaginer que demain la maison de disques possédera pas seulement le morceau de musique, mais carrément pourra refaire, exactement, rejouer l'artiste et qui ne vieillira pas, qui ne grossira pas, qui ne changera pas pour toujours, puisque à partir du moment où il aura été numérisé, on pourra peut-être lui faire refaire ce concert, ou pourquoi pas, un peu comme dans un jeu vidéo, lui faire faire des nouveaux morceaux de musique. Donc là, effectivement, ce qui nous semblait deepfake pour des mauvais côtés, on va voir effectivement tout des nouvelles possibilités. On avait vu aussi des concerts dans Fortnite. Donc on voit vraiment qu'il y a un peu une fusion entre la musique, l'événementiel, le gaming, et donc on va inventer un peu des nouveaux spectacles, un nouvel entertainment, et Sony est aux premières loges là-dessus. Évidemment, il faudra de la bande passante. Donc là aussi, Verizon, opérateur télécom américain, va nous annoncer pas mal de choses autour de la 5G, et entre autres sur les matchs sportifs qui sont un énorme business aux États-Unis avec la NFL, le Super Bowl, le basket, encore plus que chez nous, même si malheureusement en ce moment le sport en ligne est particulièrement pénalisé, les rencontres sportives, par le Covid. Et donc du coup on voit vraiment ce mélange entre hardware et software avec de plus en plus de télécommandes, alors quelques-unes d'ailleurs qui sont solaires, mais où là maintenant on n'a plus un bouton, mais on a carrément le bouton Netflix, Prime Video d'Amazon, Disney+, voir Alexa, voir Google Home. Donc on voit vraiment ce mix de software et de hardware pour améliorer la qualité de l'expérience de l'utilisateur. Et effectivement, on a eu plusieurs témoignages sur un petit peu la nouvelle ère du streaming. Tout à fait. Avec du coup des acteurs phares qui commencent vraiment à avoir leur propre plateforme, donc Amazon, Warner Media, qui sont très importants. Voilà, Stars. Donc finalement, on a l'impression de revoir le câble, parce qu'au début il y avait un service, puis deux, puis trois, puis quatre, puis demain il va y avoir 22 abonnements avec 22 chaînes payantes qui chacune auront un catalogue différent. Donc là après, évidemment on peut se dire que c'est quand même pas si cher que ça pour avoir accès à des catalogues assez gigantesques pour l'utilisateur, mais demain on pourra se poser la question, est-ce qu'on est abonné à 2, 3, 4, 5, 10 services? Voilà, c'était Salto, dont je ne retrouvais plus le nom tout à l'heure. Désolé, la nouvelle plateforme de streaming française entre les chaînes traditionnelles. Et puis, effectivement, cette année, on a quand même eu TikTok à défoncer tout simplement les autres plateformes en termes de croissance, avec un niveau de créativité, de participation. Là où sur Instagram on mettait plutôt des photos, là c'est vraiment des mini-vidéos, c'est des danses, mais c'est beaucoup plus que ça. Et donc effectivement on peut s'attendre à encore une explosion de la créativité. YouTube continue de cartonner aussi. Tous les réseaux sociaux ont vraiment bien évolué cette année, favorisés par les confinements. YouTube, c'est 22 000 chaînes dans le monde qui ont pris plus d'1 million d'abonnés cette année.
Donc ça donne un ordre d'idée. Ouais. YouTubeur devient un vrai métier. D'ailleurs, je crois que c'est combien des ados qui veulent devenir YouTubeurs ? Je ne connaîtrais pas le chiffre. Il reste toujours astronaute devant, mais la deuxième envie, c'est YouTubeur. Alors on a d'ailleurs analysé toutes ces tendances du social media dans notre rapport Le futur des médias sociaux, qui est sorti au mois de novembre. Exactement, c'était le petit cadeau de Noël. Alors, autre sujet, la partie industrie et Smart Factory, même si on est plutôt sur un salon grand public au CES, l'idée c'est aussi de voir un petit peu des usages en fait c'est une consumérisation tout simplement de l'industrie. On voit de plus en plus de solutions professionnelles être utilisées par le grand public et à l'inverse des technologies grand public rentrer on va dire dans les usines. Alors évidemment il y a un des sujets, c'est déjà la puissance de calcul, que ce soit dans le cloud ou dans les processeurs. Alors là avec pas mal d'annonces d'AMD sur plus de puissance mais en même temps moins de consommation, donc plus du coup tout simplement de durée avec la batterie et de durée d'usage. Et puis on oublie, mais on parlait souvent de voitures autonomes ou de voitures connectées. Il y a aussi les camions. Mais exactement, on a tout un écosystème industriel ou agriculture qui fonctionne déjà. Et donc un des acteurs cette année, un des intervenants un peu surprenants, c'est les Caterpillar, qui ne font pas que des jeans ou des vestes, mais qui à la base font du matériel on va dire pour les mines, pour les grosses exploitations, pour les gros chantiers. Et entre autres, ils ont ce camion qui est assez gigantesque. Mais laissez-moi vous passer une petite vidéo. Donc vous voyez ce camion qui est utilisé dans l'exploitation des mines, qui est assez gigantesque, parce que vous voyez pas l'échelle pour monter, mais tout à l'heure on va voir par rapport à une personne, vous voyez par rapport à une voiture normale. Donc un camion qui pèse juste 284 tonnes et qui est capable de transporter à plein 687 tonnes. Donc je ne sais pas si vous imaginez, ce camion, en gros, il est capable tout simplement d'être entièrement autonome désormais. C'est déjà le cas. Alors évidemment, le site d'une mine, l'avantage c'est qu'il est fermé par rapport au grand public. Il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de vélos, il n'y a pas de trottinettes ou de feu rouge, mais ça veut quand même dire, voilà, on a de la boue, on a de la poussière, on a souvent des températures qui sont complexes. On a quand même des ouvriers sur le chantier, d'autres machines et d'autres véhicules. Et donc aujourd'hui, soit il est entièrement autonome, soit il devient pilotable à distance depuis un cockpit. Et au lieu d'être dans le froid, la poussière, on va dire, les ouvriers vont pouvoir opérer depuis un centre de contrôle. Et donc effectivement, ça permet d'augmenter la productivité, de réduire les coûts. Et aujourd'hui, c'est plus un prototype, c'est vraiment at scale, disponible dans tout un tas d'exploitations. Donc c'est assez bluffant de se dire que effectivement ça arrive, et en plus en surveillant les risques d'accident. Et là effectivement ils n'en ont eu aucun. Et d'ailleurs Caterpillar s'attaque désormais à piloter des grues, des trains. Donc on va voir vraiment une automatisation d'un certain nombre de chantiers. On a vu évidemment dans le domaine de l'agriculture où là John Deere est déjà présent depuis 2 ou 3 ans au CES de Las Vegas. Et donc là on passe vraiment dans un autre univers en termes d'agriculture, où on va vraiment piloter la ferme tout simplement avec des capteurs, avec de la donnée. On avait déjà des données météo assez précises dans l'agriculture, des données satellites, mais là on va carrément avoir des capteurs dans le tracteur qui peut être entièrement autonome, qui va récupérer des informations sur le sol, qui va optimiser la distribution d'engrais, l'eau, qui va remonter. Et donc on est vraiment dans un métier d'ingénierie en fait. C'est vraiment l'agritech, et c'est assez bluffant de se rendre compte que c'est de plus en plus technique. L'idée évidemment c'est d'optimiser pour réduire l'usage des engrais quand il n'y en a pas besoin, optimiser l'usage de l'eau puisque ça consomme beaucoup, et pouvoir mieux contrôler tout simplement l'exploitation des champs, mettre juste la bonne quantité de produits, optimiser les parcours, parce qu'on a des champs assez gigantesques, entre autres aux États-Unis ou au Brésil. Et donc vraiment, on a des cabines désormais vraiment high-tech pour les fermiers, vraiment pour optimiser, vous voyez, en computer vision, la récolte ou tout simplement les semis. Donc là, effectivement, la voiture connectée, on n'y est pas encore, mais l'agritech, le trucking, c'est déjà en cours. Alors évidemment derrière avec un enjeu qui est celui de la cybersécurité. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure dans le domaine de la santé, mais c'est aussi le cas dans le domaine de l'industrie. Tous ces véhicules qui vont être maintenant automatisés et connectés,
quid de la cybersécurité Voilà, et comment on pourrait protège. imaginer qu'on paralyse toute une chaîne de production ou Tout à toute une fait. usine pour la prendre en otage. On pourrait imaginer des accidents, parce qu'évidemment, vous voyez la taille d'un véhicule, un Caterpillar, si vous en prenez le contrôle, ce que ça pourrait donner. Donc là, on voit bien, voilà, les enjeux, c'est important. Et dans une usine, on a énormément de logiciels, puisqu'avant, chaque appareil avait son propre logiciel, son propre langage. Donc là, on voit toute l'arrivée de la data, du cloud, du edge et de nouvelles solutions portées pour automatiser tout ça. Alors, on a aussi les sujets retail, où là, clairement, même si c'est pas le salon du retail, on va être à la NRF la semaine prochaine en ligne. Mais là, on voit des nouvelles solutions qui peuvent être utilisées, entre autres, par exemple, les écrans transparents qui ont été annoncés. Et donc, oui, on peut imaginer demain, pour une vitrine, pour une interface, donc ça c'est LG qui nous a, dans l'hôtellerie par exemple, pour créer des nouveaux modes d'interaction. Pour la signalétique, là on voit une vitre par exemple dans le train ou dans le métro, ou pour commander un menu tout simplement. Donc c'est intéressant de voir que l'écran ci devient flexible, devient dépliable, devient pliable, peut prendre différentes formes, et donc ça va permettre demain de plus en plus de créer tout simplement tout un tas de modes d'interaction avec le grand public dans le domaine du retail. C'est aussi la livraison. Tout à fait. Et la livraison, donc du coup, de manière de plus en plus facilitée avec les drones. Voilà, alors drone roulant, drone volant, ça dépend un peu de la législation des deux côtés d'ailleurs. Et donc là, on a eu un test avec Verizon et Skyward. Donc du coup, c'est leur compagnie de drones et ils sont en train de travailler avec du coup le système postal des États-Unis pour commencer à faire des livraisons par drone dans les zones rurales, notamment pour les seniors qui sont isolés et qui sont à risque face à la Covid-19. Voilà. Donc là aussi, on a vu une accélération parce que déjà techniquement, ça fonctionnait. Il faut savoir que tous les 12 à 18 mois, on est capable d'envoyer 2 fois plus de poids, 2 fois plus loin avec le même budget. Donc c'est un peu comme les processeurs. Ça, c'est pas la loi de Moore, mais c'est la loi des drones. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des contraintes juridiques et là, il y a des contraintes réglementaires qui ont sauté du fait du Covid, puisqu'il fallait vraiment pouvoir amener un certain nombre de choses à des cibles comme les personnes âgées, un peu à danger. Alors on a aussi les lockers qu'on utilise beaucoup dans l'e-commerce. Et là, on a eu des annonces de Panasonic sur des lockers qui gèrent 3 types de températures. Le froid pour le congeler, pour le surgeler, le frais pour tout simplement l'alimentaire, et puis évidemment le sec pour vos paquets. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis cette année c'était quand même l'année pour redonner du sens. Voilà, alors c'était beaucoup de déclarations. On espère que toutes ces déclarations, ces prises de conscience un petit peu soudaines pour certains vont devenir réellement, pas juste des promesses, mais des actions. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une prise de conscience globale de toutes les entreprises sur leur impact sur la planète, sur leurs fournisseurs, sur les travailleurs. Donc c'est vraiment la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Mais au-delà de ça, c'est presque le positif impact. C'est pas juste de limiter son impact négatif, c'est carrément à terme, au minimum, de devenir neutre avec tous les engagements carbone neutraux, mais voire même d'apporter de la valeur ajoutée à la communauté, à la planète, aux matériaux, et d'être beaucoup plus conscient des choses. Et dans le domaine donc, du coup, des smart cities et mobility qu'on a déjà longuement évoqué tout à l'heure, donc il y a eu aussi quelques annonces sur lesquelles on va revenir assez rapidement. Donc les pare-brises en réalité augmentée pour les voitures connectées. Donc plus de sécurité, tout simplement pouvoir mieux anticiper les risques, les dangers. Là, on voit le succès des cyclistes, on en parlait tout à l'heure, ou des trottinettes. Plus on pourra être prévenu par sa voiture qu'on n'a pas vue dans la pénombre ou quand il pleut. Exactement, ça peut être des bonnes choses. On avait parlé de beaucoup de véhicules électriques, le Hummer électrique, donc tout est possible. LG Magma. Et puis on a oublié, mais Tesla a un beau concurrent en Chine avec NIO, qui est une des voitures qui a le plus de potentiel. On avait beaucoup parlé de Byton, malheureusement ils ont quelques problèmes de développement, ils n'ont pas disparu, mais en tout cas ça a été un peu compliqué cette année pour eux alors qu'ils avaient fait des belles promesses. Mais effectivement on voit qu'il y a tout un tas d'acteurs qui se multiplient sur la voiture électrique et donc ils passent à la vitesse supérieure. Panasonic qui fait partie des gros acteurs de solutions, Magma, Intel et Mobileye sur parlé, tout ce qui est vraiment réduire le prix,
des capteurs, lidar, radar, caméra, pour en mettre moins, pour que ça coûte moins cher, que demain on puisse avoir des voitures autonomes et accessibles. Et puis Zoox, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été racheté par Amazon et qui nous propose des navettes autonomes. On avait vu 2-3 acteurs déjà sur les navettes autonomes, dont des acteurs français. Là, ça va être intéressant et on voit qu'Amazon avance très vite. Il a racheté un acteur de la cartographie aussi, donc on imagine que demain, que ce soit le transport de produits ou le transport de passagers, en plus de la santé, Amazon semble vraiment être inarrêtable cette année. Et General Motors qui a fait parler beaucoup de lui. Très impressionnant ça. Avec voilà un taxi volant. Voilà, donc là c'est carrément, vous avez votre drone individuel qui vient vous chercher à une station. On peut imaginer la Défense pour vous emmener, par exemple. Il faut avoir le toit quand même approprié pour qu'il puisse se poser. Voilà, à Charles de Gaulle, mais on pourrait très bien partir de la Grande Arche vers un aéroport, par exemple, ou d'un ministère, au lieu d'avoir une navette fluviale, tout simplement avoir une navette. Il me semble que le sol en plus c'est transparent, donc ça permet d'avoir vraiment une belle vue sur la ville et profiter vraiment de ce voyage. C'est un service de luxe presque. Voilà, et puis on va terminer avec les sujets sustainability, puisque le purpose c'est bien, mais c'est mieux après de transformer ça en réalité. Et là, on a vu effectivement Bosch beaucoup accélérer. Ils sont déjà devenus carbone neutral en 2020, donc bien plus vite que pas mal d'autres concurrents, et développer de plus en plus de solutions pour la Smart City, la Sustainable City. Schneider Electric est toujours aussi très présent pour optimiser l'usage de l'énergie, que ça soit pour les maisons individuelles ou les bâtiments. Et donc là, tout un tas de solutions et de nouveaux produits autour de tout ça. On attend ce que va annoncer aussi Legrand ou Somfy sur la domotique, qui sont présents et très actifs chaque année. Et puis de plus en plus aussi des réflexions sur l'IA éthique et positive, puisque souvent on a des biais dans l'IA. Si elle a été entraînée sur des données sexistes ou machistes, elle va reproduire ces phénomènes potentiellement en machine learning. Donc ça, c'est aussi particulièrement important. Bref, je pense que malgré le fait que le CES soit 100% online, qu'on soit très frustré de ne pas pouvoir toucher, tester, aller dans les allées, on peut quand même reconnaître que la qualité des interventions est là sur le online. Il y a quand même déjà un certain nombre de grosses annonces, un peu moins. On espère que les startups, entre autres la French Tech, va pouvoir malgré tout émerger, puisque généralement ils ont des plus petits stands et moins de moyens pour tourner des vidéos ou faire des super bandes démos. Mais bon, on va dire par rapport aux contraintes du Covid-19, on trouve c'est quand même un bel événement. Exactement, c'est déjà un bel événement qui n'est pas terminé. Chaque soir, on va continuer d'analyser, de décrypter les annonces pour vous. On va vous donner rendez-vous pour une prochaine intervention, évidemment avec notre Hub Report. Et nous, on va tout simplement passer la parole aux intervenants suivants. Merci à vous. Merci.